Salut la commu, j'espère que tu vas bien. Voici la deuxième partie de mon voyage à Bruxelles. J'espère que vous avez aimé la première partie et si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir avant. Sinon, vous allez vous faire spoiler et en plus, vous allez commencer par regarder un truc à l'envers, enfin la deuxième partie en premier, alors qu'il faut déjà regarder la première partie en premier pour ensuite regarder la seconde. Enfin, tu m'as compris. Alors, on perd pas plus de temps car on a beaucoup de choses à visiter, donc c'est parti. Et bonjour. Alors là, il est bientôt 9h30, je crois. 9h10, bon, ça va. Pas du tout 9h30, mais c'est pas grave. Alors, ce matin, je vais au musée des Beaux-Arts. Donc, je pense que je vais y rester un moment, je me connais, quand généralement je vais dans un musée comme ça. Donc, toute la matinée, ça sera le musée des Beaux-Arts. Et cet après-midi, je vais au musée Horta, je crois. Un hôtel particulier Art Nouveau. Alors, j'ai vu que sur le site internet, on n'avait pas le droit de prendre de photos. C'est trop triste. Tu mets tout dans un vestiaire et tu découvres le lieu. Au pire, j'essaierai de leur faire les yeux doux. Oui, d'accord. Si je leur montre les yeux comme ça, ils vont pas me laisser rentrer, je crois. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Donc c'est parti, on va au musée. On va aller s'instruire un petit peu, hein, parce que je sens que vous en avez besoin. Mais le gars se prend pour qui en fait? Il m'a fallu moins de 20 minutes à pied pour arriver à notre première visite de la journée avec les musées royaux des Beaux-Arts. Les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique se composent de 6 musées qui conservent la plus importante collection d'art plastique du pays avec plus de 20 000 œuvres. Et pour ma part, j'ai visité le musée Old Masters ainsi que le musée Magritte. Les collections du musée retracent l'histoire des arts plastiques comme la peinture, la sculpture, le dessin, du 15e au 21e siècle. Elle conserve des œuvres des primitifs flamands, de Peter Bruegel en passant par Peter Paul Rubens, Jacques-Louis David, Auguste Rodin, James Ensor, Henry Moore ou encore René Magritte. Le musée est fondé en 1801 par Bonaparte, mais c'est en 1830, avec l'indépendance de la Belgique, qu'il prit véritablement son essor. En 1914, avec la donation de Grèze, qui était un collectionneur, la collection s'est enrichie de plus de 4000 œuvres de différentes époques. Le 1er août 1880, le bâtiment actuel du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, dû à l'architecte Alphonse Balla, est inauguré en même temps que l'exposition historique de l'art belge 1830-1880, organisée dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance de la Belgique, par le roi Léopold II et la reine Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine. Ce musée est abrité dans un fantastique édifice néoclassique construit à la fin du 19e siècle par Alphonse Balla. Et après avoir fini cette petite visite, de plus de 2 heures, je passe au musée Magritte. Avec plus de 200 œuvres, le musée Magritte possède la plus riche collection de l'artiste peintre surréaliste belge. Inauguré le 20 mai 2009, le musée Magritte a ouvert ses portes le 2 juin, suivant dans un des bâtiments des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Les œuvres exposées proviennent principalement de dons, ainsi que des legs d'Irène Kuttner-Amoir et Georgette Magritte. Après avoir admiré les œuvres du musée, j'ai commencé à avoir faim. Alors je me suis arrêté au Château Moderne, un restaurant avec une grande terrasse qui donne vue sur la ville. J'ai mangé des frites avec un burger œuf bacon.
Évidemment, j'ai pris un petit spritz pour faire passer tout ça. Tout était bon, mais peut-être un peu trop cher par rapport à ce qu'ils proposent, mais le cadre est sympa et il n'y avait personne quand j'y suis allé. Alors je vais y retourner le vendredi soir avec des gens et là, les terrasses sont bondées. Maintenant qu'on a bien bu et bien mangé, on va pouvoir faire une petite balade digestive le long de la ville pour retourner au parc du Cinquantenaire que j'ai essayé d'esquiver la veille à cause de la fête nationale. Mais avant d'aller au parc, direction le musée Horta. Et nous voici arrivés au musée Horta. Ce musée est en fait un bâtiment Art Nouveau que l'on peut visiter. Alors l'Art Nouveau, c'est un mouvement artistique de la fin du 19e siècle et du début du 20e qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. Il est né en réaction aux dérives de l'industrialisation et la reproduction des anciens styles. Il se caractérise par l'inventivité, la présence de rythme, de couleurs et d'ornementation inspirées de la faune et de la flore. C'est aussi un art total. Il occupe tout l'espace disponible, y compris celui du quotidien. Et c'est donc en 1898 que Victor Horta jette son dévolu sur 2 parcelles de terrain où il érige sa maison et son atelier. Il faudra 3 ans pour achever le bâtiment. On est à ce moment-là à l'apogée de l'Art Nouveau. Moins de 20 ans après sa construction, en 1919, alors que le mouvement perd de sa superbe, Horta tourne la page et cède sa maison et son atelier pour rejoindre un axe bruxellois prestigieux, l'avenue Louise. Il faut attendre 1961 pour que la maison retrouve un nouveau souffle. La commune de Saint-Gilles en fait l'acquisition sous l'impulsion de Jean Delahaye, qui est un ancien élève et fervent gardien de l'héritage de Victor Horta. Une première restauration ouvre la voie à l'inauguration du musée en 1969. Transformé un temps en maison d'habitation, l'atelier du numéro 23 est à nouveau réuni à la maison en 1971. Entre 1989 et 2014, une seconde campagne de restauration redonne à la maison son éclat d'origine et l'adapte aux exigences muséales. L'acquisition de la maison voisine, le numéro 27, construite par Jules Brinfo en 1900, est entièrement réhabilitée. Dans les années 2010, elle permet de mieux accueillir le public en préservant la maison et l'atelier. Et un nouvel espace permet la programmation d'expositions. Et après plusieurs minutes de marche, j'arrive enfin au parc du Cinquantenaire avec beaucoup moins de monde qu'hier. Construit en 1880 pour le 50e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, le parc du Cinquantenaire, d'une trentaine d'hectares, est à la fois un ensemble de jardins à la française et un site historique où découvrir monuments, sculptures et musées. Il est dominé par un arc de triomphe à 3 arcades avec, au sommet, un quadringe de bronze et un panorama avec une vue imprenable sur la capitale. Les grandes allées vous conduisent au pavillon des passions humaines dessiné par Victor Horta, au musée royal de l'armée et d'histoire militaire, au musée d'art et histoire et à Autoworld, le musée de l'automobile. Le site du Cinquantenaire s'inscrit dans un projet d'urbanisme ambitieux porté par le roi Léopold II qui souhaitait embellir Bruxelles afin de l'élever au rang des autres capitales européennes. De 1879 à 1904, année de sa mort, c'est l'architecte Gédéon Bordio qui est responsable de la conception générale du parc et de ses bâtiments, ainsi que de l'aménagement des diverses expositions qui s'y succèdent. Par la suite, le chantier est partagé entre les architectes Charles Giraud et Léopold de Piron. S'il n'est achevé que dans les années 1930, soit près d'un demi-siècle après son commencement, l'ensemble présente néanmoins aujourd'hui une remarquable cohérence, due à une certaine fidélité au projet initial, mais également au caractère majestueux des lignes structurant le site. L'ensemble du parc et de ses bâtiments est aujourd'hui classé, résultat de 4 phases échelonnées entre 1976 et 2007. Puis de 2005 à 2015, une grande campagne de rénovation du site a permis d'embellir le parc. Coucou toi, c'est quoi cette coupe de cheveux là? On est jeudi, aujourd'hui on va aller un peu plus loin. Il va falloir que je prenne les transports pour aller jusqu'à l'Atomium. J'ai aussi du coup les places pour aller voir l'exposition Harry Potter. J'aimerais aussi visiter le musée du design, donc ça fait beaucoup de choses. Hier, je vous ai pas montré, mais hier soir, je suis allé boire un verre avec la fille d'une amie archi
qui elle habite à Bruxelles, donc du coup on a pu parler justement de la ville, et elle m'a fait découvrir le quartier Saint-Gilles, donc c'était assez cool. Peut-être que j'y retournerai parce qu'il y a pas mal de friperies, mais nous on est parti pour aller à l'Atomium. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous, on va dans le métro. Et après être sorti du métro, il faut marcher environ 7 à 10 minutes pour arriver à notre lieu de visite. Et nous voici arrivés devant l'Atomium, construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1958 et représentant une maille élémentaire d'un cristal de fer grossi 165 milliards de fois, conçu par l'ingénieur André Waterkane. Ce monument symbolise l'optimisme scientifique de l'après-guerre et la foi dans le progrès pacifique de la science à l'ère atomique. Il mesure 102 mètres de haut, se compose d'une charpente d'acier et de 3 piliers bipodes portant 9 sphères de 18 mètres de diamètre pour environ 250 tonnes reliées entre elles par 20 tubes de 3,3 mètres de diamètre et revêtues à l'origine d'aluminium. L'Atomium possède 6 sphères accessibles au public, la plus haute sphère étant un restaurant avec une vue panoramique. Malheureusement, il pleuvait le jour où j'y suis allé. Alors pour me consoler, j'ai commandé une bonne gaufre à 15 €. Ouais, j'avais envie de me foutre en l'air, mais regardez, elle a l'air super bonne. La sphère de base est réservée à l'exposition permanente consacrée aux années 1950, l'exposition universelle et la construction de l'Atomium. Une autre accueille des expositions temporaires. Une troisième à vocation polyvalente permet l'organisation de différentes animations, films, spectacles numériques, fêtes ou conférences. Dans la sphère centrale, un bar a été exploité pendant des années et dans la sphère supérieure, en plus du panorama, un restaurant, le restaurant où je suis allé, avec ma gaufre à 15 balles. La 6e sphère était la boule des enfants, destinée à l'organisation d'ateliers de pédagogie urbaine, permettant aux enfants de 6 à 12 ans d'y passer la nuit, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Cet édifice, conçu pour durer 6 mois, n'était pas destiné à survivre à l'exposition universelle, mais sa popularité et son succès en ont fait un élément majeur du paysage bruxellois. Sa destruction fut donc reportée d'année en année jusqu'à ce qu'on renonce à la démolir. Si l'Atomium s'appelle comme ça, c'est tout simplement parce que c'est un mot valise combinant les mots atome et aluminium, métal dont les sphères étaient initialement recouvertes. Maintenant qu'on est revenu sur Terre, on va pouvoir vivre un moment magique avec l'exposition Harry Potter à 2 pas de l'Atomium. L'exposition rassemble une incroyable collection d'accessoires de films, de costumes portés par les acteurs et de reconstitutions de scènes et de décors emblématiques afin de créer un parcours totalement interactif à explorer pour les fans de cet univers. Vous pourrez choisir votre maison et gagner des points en faisant du Quidditch, préparant des potions et en lançant des sorts. On retrouve aussi une tonne d'informations sur les coulisses de la saga, avec des détails sur des costumes, les matériaux utilisés pour les décors et une organisation par thème, comme par exemple les maisons, les baguettes magiques ou encore les salles de cours. On peut explorer aussi différentes salles inspirées des lieux clés de la saga. Parmi celles-ci figurent notamment la grande salle ou encore la forêt interdite.
J'aimerais aussi dire que même si j'adore l'univers d'Harry Potter, je suis totalement en désaccord avec les propos transphobes de l'écrivaine J.K. Rowling. Aller à une exposition comme celle-ci donne de l'argent à cette femme qui l'utilise pour réduire les droits des personnes trans, et c'est pour ça que je boycotte de plus en plus cet univers, surtout dans les projets où elle est beaucoup impliquée. Alors évidemment, ça traduit des contradictions chez moi, car c'est un univers avec lequel j'ai grandi, où j'étais un grand fan avant ces prises de position transphobes qui sont évidemment inacceptables. C'est pour ça que je ne mettrai pas en description de la vidéo quelques informations que ce soit sur l'exposition. Après l'exposition, je vais manger et deviner avec quoi je vais me nourrir. Ouais, on le savait déjà. Et on part 5 minutes à pied pour aller au musée du design. Le Design Museum Bruxelles est un musée consacré au design et à son évolution au fil du temps. Son histoire commence avec l'acquisition par l'Atomium d'une importante collection privée. Depuis 2015, le musée présente notamment la Plastic Design Collection, qui retrace l'utilisation et l'évolution des matières plastiques dans le design des années 1950 à aujourd'hui. En septembre 2020, un nouvel espace permanent est venu enrichir le musée, Belgisch Design Belge, une exposition dédiée au design belge et à son histoire. Mais le Design Museum Bruxelles ne se limite pas à ses collections permanentes. Grâce à ses collections temporaires, il s'intéresse également aux différentes facettes de la création contemporaine, ainsi qu'à l'influence du design sur notre société et notre quotidien. À travers ses expositions, mais aussi ses visites guidées et ses ateliers, le musée cherche avant tout à rendre le design plus accessible et compréhensible par tous. Et en ce moment, il y a une superbe exposition temporaire sur l'histoire du design pour enfants à travers le XXe siècle, incarnant les mutations sociales et les avancées technologiques de son époque. Le mobilier pour enfants se caractérise par sa dimension ludique de mobilier jeu et sa polyvalence, tout en témoignant de l'évolution de la place de l'enfant dans la structure familiale et sociale. Cette exposition, elle montre qu'à partir du XXe siècle, l'enfant cesse d'être perçu comme un petit adulte et conquiert une place spécifique dans la maison, la société et le marché du design. Bonjour YouTube. Oula, coiffure dégueulasse encore une fois. Bienvenue dans cette avant-dernière journée. Il est 9h30 du matin et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à visiter. Même si aujourd'hui, à 14h30, je vais visiter le Palais Royal de Bruxelles. Donc c'est un gros truc, mais ce matin, c'est quartier libre. Et donc je vais aller dans le quartier Saint-Gilles. Il y a pas mal de friperies, donc on va aller faire un petit peu des emplettes. Peut-être que je vais trouver des choses. Et si je trouve rien, ça me fera une occasion de visiter le quartier. Même si je l'ai déjà un peu visité, la dernière fois je vous en avais parlé. J'ai rencontré la fille d'une amie archi qui m'a un peu fait visiter justement ce quartier le soir. Et du coup elle m'a donné un petit peu des adresses. Et cet après-midi du coup à 14h30 j'ai le palais. Et ensuite normalement je revois cette personne avec sa mère que je connais du coup qui est une amie. Et on va aller sûrement boire un verre. Donc on est parti pour aller faire du shopping. Il faut savoir que ce que l'on appelle le quartier Saint-Gilles, c'est en fait une commune à part de Bruxelles. Vous pouvez découvrir entre autres la porte de Halle, dernier vestige de la seconde enceinte médiévale de la ville de Bruxelles, construite en 1381. Ou encore le musée Horta que j'ai visité durant mon séjour, avec d'ailleurs beaucoup de bâtiments Art Nouveau dans ce quartier.
On peut aussi voir l'église catholique Saint-Gilles, un édifice de style éclectique, un style en vogue au XIXe siècle, avec essentiellement des formes inspirées de l'art roman et quelques éléments inspirés du style gothique. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est un quartier très éclectique. On note par exemple la présence d'importantes communautés d'origine étrangère, françaises, grecques, marocaines, polonaises, espagnoles, portugaises et brésiliennes essentiellement. Ancien village maraîcher dont la culture du chou fit la renommée, la commune a connu une urbanisation rapide au XIXe siècle. Elle conserve aujourd'hui une atmosphère de village dans la ville, appréciée pour son ambiance conviviale et son riche patrimoine. La commune rassemble des quartiers aux loyers relativement élevés et d'autres qui restent plus populaires, ce qui donne à la commune une forte mixité sociale. On y voit beaucoup de petits bars, des habitants y font leurs courses au marché du Parvis ou jouent à la pétanque. Parmi les offres shopping, vous pouvez surtout trouver des boutiques bio, éthiques et durables. Enfin, ce quartier est aussi connu pour abriter de nombreux artistes et galeries d'art. Finalement, c'est un peu le Brooklyn de Bruxelles. Et maintenant, il est temps d'aller visiter le Palais Royal. Au cœur de Bruxelles se trouve le Palais Royal, résidence officielle de travail du roi des Belges. C'est ici que le souverain exerce une partie de ses fonctions et reçoit de nombreuses personnalités, notamment des ambassadeurs et des invités officiels. Le palais accueille également différents événements liés à la monarchie, comme des audiences, des concerts, des remises de prix ou encore des réunions et tables rondes. L'histoire du bâtiment est particulièrement longue puisqu'elle s'étend sur plusieurs siècles, depuis la période autrichienne jusqu'au règne du roi Albert Ier au début du XXe siècle. Ce bâtiment est érigé à l'emplacement de l'ancienne cour des ducs de Brabant, incendiée en 1731. Commencé en 1820 sous le règne du roi Guillaume, il fut modifié en 1904 sous Léopold II. À l'intérieur, la majorité des salles arborent un élégant style néo-Louis XVI, tandis que certaines pièces ont conservé des éléments de décoration datant des périodes autrichiennes et néerlandaises. Chaque pièce est plus spectaculaire les unes que les autres, avec l'escalier d'honneur en marbre blanc et les rampes de marbre vert relevées de décors en bronze, la salle du trône, divisée en 3 espaces séparés par des arcades cintrées supportées par des piliers corinthiens, et un parquet en chêne, érable, acajou et ébène, ou encore la grande galerie longue de 41 mètres, de stuc blanc et de pilastres corinthiens relevés d'or. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Palais Royal n'appartient pas au roi. Il est la propriété de l'État belge qui le met à disposition du souverain. Sa position face au parc de Bruxelles et directement en face du Palais de la Nation n'est pas anodine.
Les deux bâtiments se font face et représentent symboliquement les deux grandes institutions de la monarchie constitutionnelle belge, le roi et le Parlement. Depuis 1965, il est de tradition que le Palais Royal de Bruxelles soit accessible au public chaque été après la fête nationale du 21 juillet jusque début septembre. Et bien c'est ici que notre voyage à Bruxelles se termine. On finit en apothéose devant un palais parce que vous êtes royal. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Moi ça me motive à vous créer du contenu de qualité. Bruxelles était incroyable, j'ai adoré la ville, sa culture, son patrimoine et surtout sa gastronomie. Ce voyage seul en Belgique m'a permis de découvrir de nouveaux horizons avec une phrase qui me trotte dans la tête. Bruxelles est clairement une ville où je pourrais vivre. Alors peut-être à bientôt. Moi je ne t'oublie pas.